Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passionné. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Héloïse et de sa passion pour la lecture, le livre et tout l'univers qui gravite autour. Avec Héloïse, le livre occupe une place un peu particulière puisqu'il est présent aussi bien dans sa vie perso que professionnelle vu qu'elle travaille en bibliothèque. Mais vous le verrez au fil de l'épisode, on est bien loin de l'image cliché qu'on se fait parfois des bibliothécaires. Entre sa curiosité pour une multitude de sujets, son imaginaire qu'elle nourrit sans cesse et son enthousiasme contagieux, quand elle parle de lecture, difficile de ne pas se laisser embarquer avec elle. Au programme, des souvenirs, des anecdotes, des réflexions, mais aussi quelques pistes et conseils pour reprendre doucement le chemin de la lecture. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça tout de suite, et on démarre avec cette première question. C'est quoi ta définition d'une passion ? C'est compliqué la passion parce que pour moi c'est des cordes sur lesquelles on va vibrer ou pas et il y a plein de cordes possibles à cet instrument. Et c'est pas parce qu'il y a une corde qui vibre qu'on peut appeler ça passion, comme j'aime bien les séries, mais c'est pas une passion. Je vais pas perdre le contrôle, tu vois. Alors que pour moi une passion, il y a un petit peu de la perte de contrôle, un peu de au-delà de simplement s'amuser avec et caresser cette corde. Ça va être vraiment quelque chose qui gratte la corde et qui va... pour moi, la passion, ça va gratter partout, quoi. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement et me parler de ta passion, ce pourquoi on est en train de parler là maintenant ? Ok, alors moi je m'appelle Héloïse, j'ai actuellement 36 ans, je suis addict aux jeux vidéo, au chocolat et aux lectures. Voilà, la lecture, le livre, l'objet, voilà. Donc ma passion aujourd'hui, ce aussi dans quoi je travaille, c'est le livre, je travaille en tant que bibliothécaire. C'est quoi ton plus lointain souvenir en lien avec la lecture ? Il y en a deux, je dirais. Il y en a un, c'est à la bibliothèque quand j'étais en primaire, où je sais qu'on avait été emmenés avec la classe pour découvrir des livres et qu'il y avait des livres dont vous êtes le héros. Je me souviens plus du titre, j'avais regardé à un moment donné ce que c'était, mais voilà, ça ce serait le premier souvenir par rapport à la lecture. Et il n'y a pas de deuxième en fait, c'est vraiment le plus loin que j'arrive à identifier. Est-ce que tu arrives à te rappeler si tu as toujours eu un attrait pour la lecture, les livres, etc. Est-ce que t'aimais lire ou t'aimais qu'on te lise des livres J'adorais. Alors, t'as raison. En fait, le premier souvenir de lecture, finalement, c'est avec ma mère dans le lit pour les sous-histoires du soir où elle faisait, comment ça s'appelle ? Avec une bougie dans un lit, donc c'était pas super safe, mais on ouvrait le cercle, quelque chose comme ça, tu vois, elle avait allumé la bougie, on faisait un truc avec les doigts pour enserrer la bougie, ouvrir le cercle de la lecture et commencer à lire. On laissait la bougie de côté, on ouvrait le livre et l'un des premiers bouquins, tu vois, en discutant là, qui me marque, c'est Bilbo le Hobbit, mais en BD. La vieille BD de Bilbo le Hobbit, où ma mère nous avait peut-être déjà raconté l'histoire avant, mais en tout cas là, avec les images, on voyait l'histoire se dérouler sous nos yeux. Et j'avais trouvé ça génial. Voilà. Et c'était quoi la question déjà ? Est-ce que tu arrives à te souvenir si tu as toujours eu un attrait pour la lecture Alors, tu vois, ça m'a beaucoup marqué. J'adorais qu'on me raconte l'histoire. Autant je sais qu'en primaire, au CP, ça a été très compliqué la lecture. Tout le primaire, au final, quand on me dit, quand est-ce que tu as commencé à aimer les livres ? J'aurais envie de dire, en fait, avec Harry Potter, quand j'ai eu 11 ans. Et encore, au départ, j'ai pas lu les premiers chapitres d'Harry Potter. Je lisais en boucle le premier chapitre chez les Dursley et j'arrivais pas à décoller, mais pas du tout. Et ma tante, elle m'a dit, on s'en fout des premiers chapitres, tu sautes, bam, tu ouvres je sais pas quel chapitre, là, il est déjà à l'école et tu continues. Et en fait, ça a vraiment débloqué le truc où j'ai pu rentrer dans l'histoire. En fait, j'étais déjà dedans et j'ai continué. Et je pense ça, je dirais que c'est le premier souvenir de roman, tu vois. Aujourd'hui, je fais bien la différence entre les types de lecture. Et en termes de roman, je sais que j'ai été lectrice à partir de ce moment-là. Et quand on me dit tu dates de quand mon entrée dans la lecture, je dirais que c'est ça. Alors que c'est complètement con. Je sais pas si tu flouteras le con au montage, mais c'est con parce que en fait, je me rappelle qu'entre-temps, je lisais des J'aime lire aux toilettes, parce que j'étais constipée, et que je restais une bonne heure aux toilettes. Et avec le J'aime lire, et les autres BD, les gros albums là, avec Spirou, tu vois, il y avait des compiles, les pierres tombales, les psys qu'il y avait dedans, en fait, je restais longtemps dedans, et en fait, j'étais déjà lectrice. Mais comme c'était de la BD, il y avait un côté, c'était légitime. Aujourd'hui, clairement, faut arrêter de dire ça. Du coup, est-ce que tu as la sensation que depuis que tu es tombée là-dedans, en fait, que vraiment tu t'es mis à lire
de façon plus active, plus déterminée. Est-ce que tu as la sensation que c'est quand même quelque chose qui est resté constant dans ta vie ou ça a été un peu cyclique? Il y a des fois où tu as laissé tomber pour profit d'autre chose, etc. Où je suis tout à fait d'accord sur le truc cyclique, parce que je sais que, ok, 11 ans, j'ai commencé pour moi à lire, je mets des guillemets, hein. Autant je me rappelle pas quand est-ce que j'ai lu, jusqu'à où je sais que vers 16-18, j'ai lu des trucs pour l'école, pour les études, parce que c'est des lectures contraintes dans un but précis. Autant que la lecture plaisir, j'ai dû l'avoir durant cette période-là, mais je sais que je date ça de plus tard, quand j'ai pu partager des livres avec mes parents. Ma mère et mon père sont des gros lecteurs de fantasy, de fantastique. Et en fait, ils m'ont mis leur lecture entre les mains, peut-être un peu trop pour certaines lectures, mais où on a pu partager après d'autres choses avec, quoi. Et donc après, cyclique aussi, parce que quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'avais plus assez de temps. Je prenais la voiture au lieu des transports en commun, donc j'avais plus le moment, en fait, ce moment dédié d'1 heure et demie où je pouvais bouquiner à l'aller et 1 heure et demie au retour, qui était finalement hyper gratifiant. Et quand j'ai pris la voiture, c'était 1 heure de trajet en voiture, et tu peux pas lire en même temps. Et c'est vrai que je connaissais pas assez les livres audio à ce moment-là. Donc je sais que j'ai arrêté de lire très longtemps et j'y suis retombée dedans à un moment donné où ça allait pas bien dans ma vie et où il y a eu des révélations qui me sont arrivées. Je me dis mais pourquoi j'ai arrêté, quoi? Pourquoi? Voilà. Depuis, du coup, que tu t'y es remis, Mm. est-ce que tu as la sensation que c'est quand même quelque chose d'assez constant et d'assez essentiel, en tout cas, à une certaine forme d'équilibre? Ou pareil, il y a des fois où tu arrêtes pendant une période, puis ça revient, puis ça s'arrête? Alors si ça a pu être cyclique sur des années, tu vois, avant, autant là, c'est plus le cas parce que déjà je travaille dans le milieu aussi du livre. Je ressens une légère pression au niveau du boulot à me dire qu'il faut que je lise des choses et de l'autre côté pour l'instant je m'en fous aussi pas mal où je lis ce que je veux. Et c'est de toute façon devenu, on va dire en ce moment, très boulimique de lecture. Ça fait 3 ans où j'ai besoin de lire. Je suis tombée dans la bibliothèque, j'ai besoin de lire tout ce que j'ai pas lu avant, notamment énormément en BD, où j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en parler aussi après avec les lecteurs. C'est presque devenu, presque maladif sur certains trucs, où je sais que j'emprunte plus de livres que je ne fais pouvoir en lire, et je les lis rapidement à un moment donné, quoi. Donc voilà, c'est un rapport, je sais pas à quel point sain aujourd'hui. Il y a des fois où je ralentis et où voilà, je me mets pas non plus trop la pression. Qu'est-ce que ça t'apporte, la lecture? Comment tu te sens quand tu lis? Dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que t'es dans un moment, on va dire, de détente pure ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de concentration? Alors, pourquoi je lis et ce que ça m'apporte? Ce que ça m'a apporté énormément en fait en tant qu'ado et jeune adulte, c'était du répit. Je cherchais à m'extraire de la société, à ne plus vivre ma vie, d'avoir, comment dire? Dans un monde fantastique, ça pas à toi que ça arrive, mais il se passe des choses merveilleuses, ils vivent des émotions hyper intenses. Et je pense que c'est ça, en tout cas, à un moment donné dans ma vie, en tout cas ado, jeune adulte, que je recherchais. C'était ces émotions hyper intenses et ne pas être dans notre univers parce que pour moi, c'était déjà de la merde. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je lis pour apprendre plus de choses. Je lis beaucoup plus de documentaires qu'avant. Les BD pour l'émerveillement au niveau des yeux des différents styles graphiques. Et quand c'est des romans, je les lis plus de la même manière non plus. Plus je lis, plus je suis exigeante. En termes de concentration, ça va dépendre de l'environnement dans lequel je suis pour me concentrer. Si c'est effectivement bruyant, je vais avoir du mal à lire. Mais tu vois, je peux lire dans un métro. Enfin, ça va dépendre de qui est autour de moi. Si c'est du monde, de la famille, ou si c'est dans un lieu public, je m'en fiche complètement. Pas de mes meilleurs souvenirs de lecture, mais un moment qui m'a marqué, c'est à l'oral du bac de français. J'étais dans un super bouquin et dans la salle d'attente avant de passer avec l'examen, pour l'oral, j'avais mon bouquin dans les mains et la chose la plus importante, c'était pas de réviser au dernier moment, c'était vraiment mon bouquin. Et quand on m'a appelé pour c'est votre tour, j'ai fermé et c'est bon, j'y suis allée. Mais j'avais la détente en fait, j'étais pas là, c'était pas, tu vois, un peu dissociation par rapport à ça ou ce qui se passe là, ça me concerne presque moins que mon bouquin, quoi. C'est un échappatoire. Ouais, complet. De la détente, aujourd'hui, des connaissances, de se mettre à la place d'autres personnes. Clairement, j'ai du mal sur certains sujets en termes d'empathie. Et je me dis, c'est bien de lire ces sujets-là où je me sens un truc très con,
les personnes qui veulent un enfant et qui n'y arrivent pas, tous les PMA et trucs comme ça, moi, à la base, ça me touchait pas, voire ça m'énervait. Tu peux pas avoir d'enfant, tu peux pas en avoir. Et d'avoir vu des documentaires, des BD qui en parlent, tu trouves de l'empathie, en fait, tu arrives à comprendre et à se dire ah, j'avais pas vu, j'avais pas imaginé ce que ça pouvait être pour ces personnes et finalement ce que c'est aussi pour la société et pourquoi en fait on n'a pas d'empathie par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on connaît pas? Pourquoi on juge à l'avance, tu vois? Donc plus d'ouverture. L'homophobie, quand je te dis, on en a déjà parlé, par rapport à ma famille, par rapport au ce qui m'a été transmis, mon package de départ, il y avait des trucs tendance vers l'homophobie, vers la peur des autres, tu vois. Et il y a eu les arguments de mon conjoint, d'autres personnes qui m'ont ouvert les yeux et avec qui j'ai évolué. Mais il y avait aussi certains bouquins où j'ai fait, mais en fait, oui, c'est bien, c'est normal, il n'y a pas de... Voilà. Ça fait partie de la culture et en fonction de par où ça te touche. S'il y a des artistes, que ce soit musicaux, du théâtre, d'autres choses, si on arrive à trouver la corde sensible, tu vois, qui va faire vibrer quelque chose et te dire « Ah, j'avais pas imaginé ça », moi je trouve ça cool, quoi. Et le bouquin, le livre, quel que soit le format et le médium, donc BD, roman ou quoi que ce soit, en fonction de ah tiens, j'irais bien creuser sur les maladies mentales, sur le handicap, des trucs où on en parle dans la société, tu vois, un peu woke, c'est bien, et de l'autre côté woke, c'est pas bien, trouver un juste milieu et dire, attends, je vais quand même aller écouter la parole des concernés, ou la parole des personnes qui sont connexes aussi à ces sujets-là. Mais alors, il y a une question un peu qui me vient comme ça, qui est un peu à l'antipole de ça, c'est du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, parce que des bouquins, des ouvrages, on en trouve de tout, sur tous les différents points de vue, sur tous les angles de vue et par toutes les personnes. Mais il y a quand même des avis qui peuvent, des avis contestables, on va dire, qui peuvent tomber entre des mains aussi, qui peuvent au contraire faire évoluer dans l'autre sens. C'est-à-dire que toi, ça t'amène plutôt de l'ouverture, ça t'amène de la réflexion sur les sujets. Il n'y a pas le risque inverse aussi, selon toi Oui, d'un point de vue technique, c'est possible. Quelqu'un qui écrit un bouquin, on va dire pro-chasseur, oui, bien sûr. Surtout en bibliothèque, où on essaye d'avoir une diversité le plus élargie possible. Il faut qu'on ait tout, parce que on doit pas être partisan non plus. Tu vas trouver donc quelque chose sur l'éducation positive et aussi quelque chose qui est carrément contre, parce qu'il faut cette diversité. Tu peux pas pousser les gens non plus à... Tu peux leur dire oh, celui-là, il est vraiment bien et tout. Mais de toute façon, les gens, ils vont déjà filtrer quand ils arrivent. Là, je parle en bibliothèque, mais dans la vie, t'arrives déjà avec une idée préconçue. Ou en tout cas, un package, tout ce que t'as d'avant. Ce que le livre va t'apporter, c'est de l'eau à ton moulin. Tu cherches quelque chose sur la parentalité positive, tu vas trouver pléthore de livres qui vont en parler. Tu cherches quelque chose sur l'éducation, au contraire, ultra stricte et de nos arrière-grands-pères, tu vas en trouver. C'est juste de l'eau et la graine que t'arroses. Enfin, là, okay. Comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce que, tu vois, quand on est devenu végétarien avec mon conjoint, clairement, c'était pas du tout dans nos projets. Son frère a été passé flexi à un moment donné. Et nous, c'était, pourquoi? On aime bien la viande, machin et tout. Et quelques années après, en fait, cette graine-là, il y a eu sûrement d'autres choses, mais tu vois, que tu te rappelles pas forcément, qui ont dû arroser cette graine de doute, de questionnement. C'est la même chose avec les livres. Alors oui, t'as une bulle filtrante comme sur Internet, comme sur tout. Donc oui, le livre arrosera là où tu veux arroser, quoi. Ok. T'as probablement d'autres passe-temps, peut-être d'autres passions, dont on pourra reparler un peu plus tard. Est-ce que tu arrives à sentir, par contre, ce qui se démarque dans la lecture par rapport au reste? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus par rapport... Tu vois, tu as parlé par exemple des jeux vidéo, du chocolat, t'en as peut-être d'autres. Quand je t'ai dit, est-ce que tu veux venir qu'on discute au podcast, je pense qu'il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Tu m'as dit un truc, tu disais, oui, je vais parler de lecture. Genre, c'était l'évidence. Et c'est aussi ça, moi, je trouve, qui montre le côté passionnel. C'est qu'il y a un truc qui... fait pétiller les yeux et qui te vient immédiatement en tête. Je pourrais techniquement te parler de jeux vidéo parce que finalement, c'est l'une des passions sur lesquelles aussi je vibre énormément et où je passe peut-être plus de temps des fois que la lecture. Mais la lecture va être plus fort dans ma vie par rapport du fait de mon métier aujourd'hui et du fait que je me sente vraiment à ma place, tu vois.
ça va être très con ce que je vais dire, mais il y a un côté, ça m'énerve en même temps, de classisme, du fait de se dire, ok, je suis une lectrice. Des fois, il y a tu vois, ce relent de méritocratie que j'ai d'avant, qui est de, bah oui, je lis, je lis plus que d'autres, donc j'ai légitimement la possibilité d'étaler ma science. Ce vieux relent-là, je l'aime pas. Par contre, ce que j'aime bien dans la lecture, et ce que je peux exploiter justement dans mon métier, c'est que, en essayant de lire plein de choses différentes, je vais pouvoir donner des billes à d'autres, en fait. Je vais pouvoir aller arroser les graines qui germent dans l'esprit des gens et dire, ah bah tiens, vous avez lu celui-là et tout. Et oui, je lis, j'aime lire, mais finalement, c'est pas pour moi me sentir au-dessus, mais pour pouvoir aller arroser les autres et leur dire, eh, t'as vu, il y a celui-là, là, il vient de sortir et c'est trop cool. Et voilà, j'ai les oreilles toutes rouges. Mais c'est trop rigolo ce que tu viens de me dire, parce que t'es la deuxième personne qui me dit un truc un peu similaire. On a une amie en commun, Marika, qui sera dans un prochain épisode. Pour préparer l'épisode avec elle, je lui ai posé un peu des questions similaires. Bon, je veux pas trop spoiler ou quoi que ce soit, mais elle m'a dit un truc trop intéressant par rapport à son sujet à elle. C'est qu'elle me dit, en fait, il y a aussi presque un choix de me dire, je m'approprie ce thème parce que j'ai très envie qu'il fasse partie de mon identité. Ah. C'est quelque chose que j'aime, mais c'est quelque chose auquel j'aime qu'on m'assimile. Et alors, je sais pas si c'est de la méritocratie ou quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant aussi cet aspect-là de se dire, non seulement c'est un sujet que j'aime, mais en plus, je trouve ça un peu cool qu'on m'associe à ce truc-là. Ouais, Que quand on comprends. pense à ce thème, on se dit, tiens, je pense à un tel, quoi. Je pense que ça se reflète dans plein d'autres facettes. Moi, j'avais eu ça avec mon ancien métier, où j'y suis restée longtemps à cause de ça, etc. C'est intéressant ce côté où, comme tu l'as dit, presque ça nous énerve un peu parce que c'est pas très contrôlé, mais en même temps c'est là et on peut pas trop dire que c'est pas là. On peut pas faire comme si. Malgré tout, moi je te connais, je sais que t'es pas quelqu'un qui est là en train d'étaler sa science, de te revendiquer comme ayant le savoir, avec un espèce de délire mégalo de pouvoir, de connaissance ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai toujours senti un truc qui pétille quand tu parles d'un ouvrage que tu as lu. Bon, nous, on parle beaucoup de livres jeunesse parce que moi, j'en achète beaucoup pour chez moi, etc. Mais il y a plein de fois où tu dis « Ah, mais t'as entendu parler de ce livre-là ?» Et là, on voit qu'il y a un truc qui se déclenche dans le cerveau, en fait. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a, selon toi, des a priori, des idées reçues qui mènent un peu la vie dure à la lecture, en fait, à tout ce qui tourne autour de la lecture? La lecture, c'est pas pour moi. La lecture, c'est pas pour moi parce que j'ai eu des difficultés à l'école à apprendre à lire et que je m'en suis tellement éloignée que je ne me sens pas autorisée à lire pour le plaisir. Pour moi, ça me ramène à toutes mes études. C'est pas un stéréotype, c'est une réalité. Et c'est très dur de voir ça en bibliothèque. Et c'est absolument magique quand, par contre, tu as une famille qui, tu les sens éloignés, mais ils emmènent leurs gamins. Je suis désolée, je dévie du truc. Mais de se dire, pour eux, c'est toujours pas pour eux. Mais leurs gamins, ils les emmènent pour les livres, pour raconter des histoires et tout. Et la lecture, c'est pas pour moi. Ce gros stéréotype-là, ça fait mal. Ça me... Et d'arriver à trouver le chemin qui va toucher le cœur de la personne, même si c'est par un moyen détourné. Je sais que moi, j'adore les documentaires. Et dès l'instant où j'essaye de le proposer aux familles, j'essaye de leur dire, vous savez, il y a des documentaires sur la cuisine, sur, j'en sais rien, le bricolage, ou des trucs qui vont potentiellement les toucher. C'est du livre. Et le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas peur totalement de la lecture, ils ont peur aussi de l'objet. Mais justement, tu vois, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu vois beaucoup de gens, de publics très variés, même dans leur approche de la lecture. Et qu'est-ce que tu penses justement des gens même qui disent « moi je dis jamais, j'aime pas lire ». C'est pas anodine la question que je te pose, c'est que je fais partie de ces gens qui disent, même des fois je rigole, non mais moi je sais pas lire dans tous les cas, mais parce que j'ai profondément la sensation de ne pas aimer lire, mais sauf qu'en fait, je fais partie aussi de ces gens qui achètent des livres tout le temps. J'ai une belle pile de livres qui ne sont pas finis, de livres que j'ai envie de lire, mais
Je n'aime pas passer du temps à lire, c'est difficile pour moi, c'est compliqué pour me concentrer, etc. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces genres de phrases aussi qui disent mais moi j'aime pas lire, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui n'aiment pas lire parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon bouquin, et ceux qui ont des difficultés, on va dire, presque pathologiques, des difficultés de concentration, des difficultés à se dégager du temps, parce que c'est aussi un argument, dans notre société, on nous pousse à la rentabilité du temps, et de se dire, en fait, le livre, il va me prendre du temps, je préfère aller regarder le film parce que j'y gagnerai. C'est vrai, ça va être plus digeste, on va avoir déjà tout pré-mâché et il n'y aura plus qu'à, comme un oisillon, qu'on te le donne à la béquille et que tu digères. C'est déjà bien. Clairement, par exemple, moi, Hunger Games, je l'ai pris comme ça. On m'a donné la béquille avec le film. Pour autant, aujourd'hui, je ne sais plus de quelle manière, je suis en train de lire le livre audio et je kiffe ça. Donc, il y a différents moyens. Toi qui n'aimes pas lire, ou tous les gens qui n'aiment pas lire, se dégager du temps, c'est déjà pas facile. Pourquoi le consacrer à la lecture? Qu'est-ce que ça va faire? Il y a, je sais plus, plein de trucs sur Internet qui te disent que ça te détend, ça développe ton empathie, comme on a pu le dire. Mais il y a aussi le côté, d'arriver à se concentrer dessus, sur lequel, moi, je suis pas équipée pour te dire, voilà, comment ça peut se passer. Donc, je sais pas trop comment répondre à ta question. Non, mais c'est très bien. T'as déjà répondu à la question un petit peu, mais savoir s'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit, c'est quoi pour toi, du coup, les principaux freins qui empêchent les gens de se mettre à la lecture? Donc, on a parlé du temps, on a parlé des problèmes qui peuvent être pathologiques, etc. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres choses aussi qui peuvent venir freiner? Économique, de se dire, un bouquin, ça coûte potentiellement, un roman, 25 balles. Ça dépend lesquels. Si tu veux... On va dire, il y a le côté capitaliste de se dire, je possède mon livre, et tout ce truc de j'ai ma bibliothèque et je possède l'objet. Ce que je comprends tout à fait parce que j'adore aussi les livres. Mais il y a le côté où on ne sait pas, je ne sais plus combien c'est les pourcentages, je pourrais regarder, mais je crois que c'est 7% des gens, et encore c'est peut-être la moyenne haute, qui savent qu'ils ont une bibliothèque à côté de chez eux et qui y vont, je ne sais plus combien il y a de pourcents, un truc comme ça. Mais vraiment, la bibliothèque est le lieu culturel de proximité, normalement, qui est le plus représenté. Tu as moins de musées à proximité ou ce genre de choses. La bibliothèque est normalement le lieu où tu peux avoir accès à la culture, soit de façon totalement gratuite, soit de façon modique. Parce que, oui, tu payes ton abonnement 10 balles, ça fait un coût. Toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. Mais de l'autre côté, pour 10 balles, tu peux emprunter 20, 40 bouquins dans l'année, j'en sais rien, ça dépend des bibliothèques, de leur modalité de fonctionnement. Donc le coût économique, finalement, c'est la désinformation aussi, ou la non-information plutôt. Parce que les gens ne sont pas au courant de ces modalités économiques. Et de se dire, oui, l'objet en lui-même, j'ai pas besoin de le posséder, de le stocker et tout. Moi, c'est grâce à nos discussions que j'ai fait faire une carte de bibliothèque dans ma ville, qui est une toute petite bibliothèque, mais qui a le mérite d'exister. Et même depuis peu, mon conjoint et ma fille, donc, ont même carrément se sont inscrits à la médiathèque de la ville d'à côté, qui est beaucoup plus conséquente, etc. Moi, la première, pourtant, j'ai été à l'école avec une médiathèque à côté, qui était très bien. On nous amenait tout le temps faire des sorties à la médiathèque. Même après, quand j'ai fait mes études, je suis allée dans des bibliothèques universitaires, etc. Donc, même en ayant cet accès-là, je l'avais sorti de mon esprit au niveau possibilité, quoi. Et il a fallu, du coup, que j'ai un enfant qui est très en demande de lecture pour me dire, en fait, je vais pas suivre le rythme ça coûte super financier, cher. même si j'adore les livres jeunesse. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est là où, à force qu'on en discute, où tu m'as dit, mais prends-toi juste une carte de bibliothèque de ta ville, quoi, et puis vas-y. Et puis, en fait, je l'ai fait. Et au résultat, tous les mois, quasiment, on y va. Elle est à la sortie de l'école. En plus, donc j'avais vraiment zéro excuse. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que je trouve ça très cool. Et puis, qui mieux qu'une personne comme toi pour vendre les mérites des bibliothèques? Tu veux que je t'avoue un truc presque honteux, là, par rapport à la discussion? Vas-y. Avant de travailler en bibliothèque, j'ai jamais été inscrite. Oh, waouh! Non, mais c'est trop cool parce que ce qu'on oublie de dire, depuis tout à l'heure, ok, on parle que tu travailles non pas dans une, mais dans 2 bibliothèques, mais
ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est récent, parce que toi, c'était pas du tout ton métier avant. Non, c'est une réorientation. Mon premier métier, ça a été comptable. J'ai fait des études pour être expert comptable. Donc, pas du tout les livres, la littérature, les chiffres. Et j'ai détesté les maths. Ah oui, d'accord. Je détestais les mathématiques. Pourtant, j'ai fait comptable, ça s'est passé génial. Et de l'autre côté, j'ai pas fait d'études littéraires. Et pourtant, j'adore les bouquins. Je veux bien qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. Ça a été quoi l'élément qui a fait que t'es passé de comptable à t'es responsable De deux bibliothèques. Comment on passe de comptable à responsable de 2 bibliothèques comme ça après X années passées dans la comptabilité? Plusieurs éléments. J'ai adoré mon métier, mes études de comptabilité, pardon. À un moment donné, mon employeur, voulait me passer responsable comptable. Et je me suis posé les questions de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que c'est ça que je voulais, être payée, allez, on va dire 300 balles de plus, ne plus compter mes heures et avoir la responsabilité d'une entreprise de plus de 50 salariés au niveau comptable. J'ai fait, en fait, non, c'est pas ce que je veux. J'ai bien travaillé, j'étais contente et tout, mais la gratification n'était plus là. Surtout que l'entreprise, elle sortait de redressement judiciaire, il y avait des bails dont je peux pas parler, mais qui ne me convenaient plus. Et aussi, dans l'entreprise, dans quoi elle travaillait. Donc, je me suis posée, j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire ? Moi, mon rêve, c'était de partir de la région parisienne, clairement. J'arrivais pas à me projeter sur un autre métier, pour l'instant, c'était pas possible. J'ai fait, on va dire, d'autres métiers en tant qu'agent de gestion. J'ai travaillé dans l'animation un petit peu parce que je me dis, j'aime bien les enfants. Pour autant, j'en ai un peu peur. C'est con, hein, mais je fais des trucs n'importe comment. J'ai travaillé un peu dans l'animation. J'ai fait, en fait, c'est pas pour moi. Le rythme, il est atroce et je supporterai pas. Il y a eu le confinement. Et alors si, durant l'animation, en fait, je rentrais tellement énervée et pas bien que mon conjoint, il m'a dit, mais arrête de me parler. Arrête de me parler, tu fais quelque chose d'autre, mais me parle pas le temps que tu décompresses. Et en fait, c'est à ce moment-là, tu vois, où pendant des années, j'avais pas forcément bouquiné et pris le temps de le faire, où j'ai replongé dans mes livres de ado, jeune adulte. Et là, ça m'a fait un bien fou. Et au-delà du bien fou, j'avais repéré un livre sur Internet qui s'appelait La dépression, en gros, c'est pas de votre faute ou un truc comme ça. Et je me dis, attends, il est à la bibliothèque juste à côté de chez moi. J'ai été emprunter le bouquin. Et durant la lecture de ce bouquin et ceux qui ont été connexes après, je me suis dit, mais attends, moi je voulais être bibliothécaire documentaliste quand j'étais en seconde. Sauf qu'en seconde, j'étais dans un lycée qui ne faisait pas L, et mes parents comptaient pas me changer de lycée, et je me débrouillais très bien en comptabilité-gestion. Puis comme je me débrouillais très bien, je m'étais dit, je pars là où il y a de la thune à faire. Oui. Alors, quand à ce moment-là, clairement c'était de la dépression, hein. J'ai pas été diagnostiquée ou quoi que ce soit, mais moi, c'était l'état dans lequel je me sentais. Ce livre m'avait fait un bien fou. Et tu vois, avec les trucs Pôle emploi, je me suis dit, attends, faut faire des petits pas pour tester des choses. Je vais demander à Pôle emploi si je peux faire un stage en bibliothèque. C'était la période de mai. Et j'ai été voir à la bibliothèque, ils m'ont dit, en fait, juin, juillet, août, c'est la période morte pour nous, il se passera rien. Donc, de toute façon, si vous faites un stage, ce sera en septembre. Ouais, mais pour les écoles, pour essayer de reprendre des études ou un truc, c'était aussi pour septembre, fallait faire le dossier maintenant. Donc, j'étais énervée, qu'est-ce que je fais ? Il m'avait dit, faites une lettre de motivation et vous nous l'envoyez. Je fais, je vais la faire. La lettre de motivation, pour la faire, je me suis rendue sur le site internet de la mairie, du centre social qu'il y avait à côté, en tout cas tout ce qui était à côté de la bibliothèque pour essayer de trouver des infos et les mettre dans ma lettre de motivation. Généralement, ça plaît bien, en tout cas. Et, je sais pas, miracle, il y avait une offre d'emploi pour saisonnière à une des bibliothèques du réseau. Et j'ai postulé en disant clairement que c'était un CDD de 2 mois pour la saisonnière et que c'était un moyen pour moi clairement de tester est-ce que ça me plaisait ou pas. Et ça a vraiment été une révélation, mais je revenais avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mon conjoint et mes beaux-parents, ils étaient « Putain, mais t'as l'air tellement heureuse, tu en parles avec tellement de bonheur que ça fait du bien, quoi. » Je me sentais trop bien. J'ai eu des soucis de santé à ce moment-là. Et pour autant, ça n'a rien entamé du tout dans ma motivation. J'étais à me donner à fond et personne n'a rien vu, quoi. Donc voilà comment on passe de comptable à juste bibliothécaire, pardon. Et comment on passe de bibliothécaire à responsable de 2 structures ? En fait, avec mon passé de comptable et les études que j'ai faites qui ont fait que, en fait, c'était pas juste comptable, mais c'était aussi du management, de la gestion d'une équipe, ce genre de choses. Quand j'ai postulé, alors, j'ai galéré de ouf à trouver,
des emplois intermédiaires pour essayer de me faire plus d'expérience, parce que saisonnière, c'est rien du tout. 2 mois, c'est bien, ça confirme mon envie. Mais pour autant, déjà, moi, je me sentais pas légitime. J'ai pas fait d'études littéraires, je fais de la compta, je connais rien du métier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis inscrite en tant que bénévole dans ces bibliothèques. J'ai travaillé un peu en tant que bénévole en plus de ces 2 mois. J'ai préparé le concours d'agent territorial. J'ai fait un MOOC, tu vois, sur le sujet. Avec la bibliothèque départementale, il y a des formations pour les bénévoles, donc j'ai bénéficié de ça un petit peu aussi. Et après, j'étais à rechercher des postes, quoi. Et de se faire son réseau, ça marche aussi plutôt pas mal. D'être toujours en contact avec mes collègues. Puis, je sais m'adapter, j'arrive à créer du lien avec les gens. J'aime qu'on m'aime, sans me travestir non plus. Oui, bien mais sûr. et puis, à un moment donné, il faut pas se mentir. Sur un des postes que j'ai eu, je savais que c'était un poste qui était normalement proposé sur une année. Enfin, normalement, techniquement, c'était dans la fonction publique. Un CDI, vraiment, on me titularisait. J'avais eu mon concours, on m'aurait titularisé sur le poste. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de 6 mois pour voir si le poste me convient. Et eux, de leur côté, en fait, c'est même eux qui me proposaient les 6 mois. Donc moi, c'était génial. Mais dans ma tête, c'était de toute façon, je ne compte pas rester plus de 6 mois. Je ne pourrais pas, parce que c'était à plus d'1 heure de route de chez moi, et qu'il était hors de question que je déménage. En tout cas, c'était pas une option sur le moment. Et on s'en fout. L'important, c'est qu'on soit recruté, d'avoir de l'expérience, de faire ses armes. Si le poste avait été génialissime et machin, peut-être que j'aurais revu aussi d'autres projets de vie. Peut-être, je dis pas. Mais en l'occurrence, quand j'ai postulé, je savais que j'y resterais pas. Je me serais pas titularisée là-bas parce que c'était pas possible. Donc, je ne regrette pas. Alors oui, c'est pas cool pour eux, mais à un moment donné, nous sommes des ressources humaines. Donc voilà, comment on devient responsable de 2 bibliothèques, c'est avec ces éléments. Et puis la confiance. Alors, en soi, je sais pas, mais la confiance des autres aussi en soi. Parce que, entre mon conjoint, mes beaux-parents, mes collègues aussi avec qui j'ai travaillé finalement assez peu de temps au début sur le réseau actuel, ils me connaissaient déjà, ils m'ont vu à l'œuvre. Ils supposaient que j'avais les capacités pour le poste, et finalement, mon responsable, une année après, quand j'ai pris le poste, il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu as toujours été là. Enfin, limite, c'était un peu... Il me dit, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, alors que ça fait même pas 1 an, quoi. Je pense que c'est plutôt un bon retour et puis que ça confirme beaucoup de choses. Mais c'est rigolo parce que finalement, cette idée, tu l'avais déjà eue, puisque tu dis qu'en seconde, c'était un choix que tu avais. Et que c'est vraiment la possibilité de l'accessibilité, en tout cas à la formation, qui a empêché. Mais d'un autre côté, ce que je me dis, est-ce que sur un autre parcours, tu aurais aujourd'hui la responsabilité de bibliothèque? Est-ce que, tu vois, ça aurait pas gâché? Donc, je ne regrette rien. J'ai été trop heureuse de ma vie en comptabilité et je suis grave heureuse de ma vie en bibliothèque. Et au contraire, je sais que ça apporte du recul sur la profession aussi. Et qu'il y a des profils de personnes qui seraient scientifiques qui pourraient se dire, je vais faire travailler en bibliothèque. Parce qu'en fait, c'est pas les connaissances littéraires. En fait, on s'en fout, presque. C'est de l'humain derrière. C'est le contact avec les gens, ne pas avoir peur, d'être curieux, en fait, et d'avoir envie de partager. C'est voilà, tiens, vous connaissez ça, c'est trop bien. Ah, vous avez aimé ça? Alors, moi, je l'ai pas lu, c'est mort. Je lis pas de romans. Par contre, Madame Machin et Madame Machin qui ont lu ça, je m'en rappelle, et ah bah tiens, vous voudriez pas tester celui-là? Parce que si vous aimez ça et ça, peut-être que ça peut matcher sur celui-là. Donc finalement, de la mémoire, de la curiosité et du social, clairement du social. On est bien loin du cliché de la bibliothécaire qui fait juste chut, on va parler. Non, en plus avec mon look, comment dire que les gamins, ils sont quand même contents et intrigués de me voir, quoi. Oui, c'est vrai que, alors bon, cet épisode n'est pas filmé, mais pour visualiser un petit peu Héloïse, faut s'imaginer quand même une personne qui fait pas loin, je pense, d'un mètre, 1m80, voilà, avec les cheveux bleus, et puis une présence, en tout cas, je sais pas comment dire, il y a quand même un certain charisme qui émane de Héloïse. J'ai un peu du mal à prendre du recul parce qu'on est amis, etc. Mais voilà, c'est vrai que on est très loin du cliché de la bibliothécaire ou de la dame du CDI qui nous dit « Chut, pas de bruit, faites attention, et ceci, et cela, et machin, gna 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 gna. » Ça, c'est plus les vieilles personnes qui viennent à la bibliothèque et qui s'attendent que ce soit un temple du savoir comme avant, quoi. C'est triste pour eux, finalement. C'est eux qui se retrouvent à dire chut, ou les parents qui « Chut, tout fait trop de bruit. » Non, en fait, laissez-les parler.
essayer de moduler leur voix par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans la pièce, mais Donc c'est vivant finalement, oui, une complètement. bibliothèque. Ouais. Retour à ce dont on parlait tout à l'heure. Alors je savais pas trop à quel moment poser cette question, mais en même temps, tu l'as beaucoup abordé aussi. Donc quand on pense lecture de manière générale, justement, on a un peu cette vision du livre avec uniquement des mots partout. Plus il est gros, plus ça fait un petit peu cool de l'avoir lu, etc. Moi, en tant que... Je me revendique, donc comme je te dis, très souvent comme non-lectrice, et pourtant, j'ai une belle collection de bandes dessinées parce que c'est ce que j'aime beaucoup. J'achète énormément de livres jeunesse à partager avec mon enfant, mais aussi parce que je trouve du plaisir. J'achète beaucoup de livres pour me renseigner, etc. Et j'ai écouté des livres audio. Mais quand je parle des livres audio que j'ai écoutés, je n'arrive pas à dire que je les ai lus. J'ai un espèce de sentiment d'imposture. Et même, tu vois, tout à l'heure, t'as dit, toi, je suis en train de lire le livre audio. Et même moi, je me suis dit, j'ai tiqué en disant, mais pourquoi on appelle ça de la lecture? C'est trop bien. Donc, est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Et est-ce qu'on peut un peu péter le préjugé qui dit que pour être un vrai lecteur, un bon lecteur, il faut lire des gros livres avec plein d'écriture? Et est-ce qu'on peut remettre parmi les bouquins, les bandes dessinées, les documentaires, comme tu l'as dit, mais pourquoi pas aussi les guides de voyage, etc. Et les livres audio, on les met où dans tout ça? Et les livres audio ont complètement leur place. Et je suis d'accord que j'ai du mal aussi, moi, des fois, à dire j'ai lu tel livre en audio, mais pour autant, c'est le verbe, quoi. Comme tu lis un livre d'images, tu lis l'image en elle-même. Là, tu l'écoutes, c'est juste un moyen. Regarde les personnes qui ont des soucis de défaillance de vue. Ils lisent. Enfin, à un moment donné, le verbe lire, ça représente quand même normalement beaucoup de choses. Je suis d'accord complètement avec ce que tu as dit. Il faut faire péter ce stéréotype de il n'y a que le roman qui compte. Un truc comme ça, où, je suis désolée, c'est un truc de vieux. Et c'est un truc de vieux de dire les classiques, machin et tout. Alors oui, les classiques, c'est bien. Mais avant, il y a tous les autres lectures plaisir qui un jour t'amèneront peut-être ou pas à lire des classiques. Parce que les classiques, il y a du vocabulaire, il y a toute une histoire par rapport à ça. Et il y a le partage de cette culture avec d'autres. Mais le mot classiste, de personnes qui qui dominent un peu la société et tu vois, qui veulent se péter plus haut que sur leur cul, c'est des personnes qui vont te dire oui, le roman, machin, vous l'avez pas lu à la bibliothèque? Ah ouais, vous l'avez pas lu? Oh, mais faut le lire! Et c'est pas parce que il faut le lire, parce que c'est bien de le lire, mais c'est aussi parce qu'ils en sont convaincus, parce qu'ils ont beaucoup aimé. Mais c'est aussi les personnes qui vont aller te demander le dernier Goncourt, le dernier machin, parce qu'il faut les avoir lus, tu vois, dans leur monde et dans le truc. Donc oui, on emmerde le roman. On emmerde le roman dès l'instant où c'est pas ce qui va nous faire vibrer. Dans la palette des ouvrages, tu peux vibrer pour les livres jeunesse, les contes, et que ce soit en roman, en BD, ou... Enfin, le format, après, on s'en fiche. T'es lecteur dès l'instant où tu lis le journal d'une certaine manière, parce que tu fais de la lecture. On va péter aussi le truc les jeunes lisent. Ils lisent pas comme on voudrait qu'ils lisent. C'est vrai. On voudrait qu'ils lisent des romans. On voudrait qu'ils lisent des ouvrages plus longs, qui nécessitent plus de concentration. Tout à l'heure, on en parlait, j'y repense maintenant, mais la concentration, c'est aussi un muscle. Et le fait qu'on ait tout de suite, tout le temps, et notre économie de l'attention fait que on te la pète ta concentration. Dès que t'es petit, on va te solliciter avec d'autres stimuli pour te donner en fait l'envie d'autre chose. Alors que quand t'es dans le bouquin et que t'es plongé dedans, finalement, ou comme quand t'es plongé dans un jeu vidéo, ta concentration, t'es hyper focus dedans. En fait, elle est là, elle est solide. Sauf que, il y a toutes les simulations extérieures qui vont venir comme une abeille ou un truc qui bourdonne à tes oreilles et voilà, ça te gratouille partout. Donc, on voudrait que les jeunes lisent plus de romans et que les BD, machin, les deux sont compatibles. Et les jeunes, on voudrait qu'ils arrêtent de lire sur téléphone. Deux choses, parce que sur téléphone, on ne maîtrise pas ce qu'ils lisent. Donc ça, toujours, ça a un rapport avec, d'une certaine manière, quand même, la domination des lectures des enfants. Il y a le côté prescripteur qu'on a, nous, en bibliothèque, mais que les parents ont encore plus, de qu'est-ce que va lire leur enfant, ce qu'ils vont leur acheter, ce qu'ils vont leur offrir, leur faire offrir. S'ils vont à la bibliothèque, généralement, ce qu'on conseille, c'est que les enfants choisissent leurs livres. Sauf que les parents, souvent, ils vont aller choisir les livres pour l'enfant. L'enfant, en même temps, je pense qu'il prendrait tout. Et peut-être il n'en irait pas la moitié. Mais c'est... Bref, j'ai perdu un truc. Je sais plus, mais c'est pas grave. Je retrouverai. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois l'approche des livres audio, notamment le fait que
Oui, si on se dit qu'un livre audio, c'est pas un livre, donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont besoin, d'audio, lecture et cetera, elles ont, aucune possibilité de lire alors qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'inclusivité là-dessus. Je repense là. Le livre n'est que le support de l'oralité qu'on a perdu. Les contes, tout ça, c'était oral au départ. Et on l'a mis par écrit après. Il faut arrêter de se dire le roman et l'écrit prédominent. C'est faux. On a toujours été des sociétés qui... L'oralité, se transmettre les choses de l'oralité. C'est toujours le cas, en fait. Sauf que aujourd'hui, on a des supports écrits. Et ce qui est génial, justement, avec ces supports écrits, c'est que des personnes qui ne vont pas avoir eu le vocabulaire développé particulièrement vont voir dans les livres plein de mots difficiles pour leurs enfants et peut-être vont se dire, tiens, on irait bien prendre un dictionnaire. Sans forcément, en se disant, j'ai une conception de ce mot, mais j'arrive pas à l'expliquer. Et puis, non, c'est des mots que tu verras pas, des mots que tu n'entends pas parce qu'on utilise très peu de mots de vocabulaire. J'ai envie de dire, on devient con, en fait. On t'élève dans la société en te donnant plein d'outils, en te bourrant de connaissances quand t'es enfant et à l'école. Et quand t'es dans le monde du travail, on te demande quand même des choses vachement répétitives, ou en tout cas qui nécessitent pas ta réflexion. On te donne pas de toute façon ce temps-là. Et vraiment, j'ai l'impression quand même qu'on devient assez con, quoi. On se questionne plus comme quand on était enfant, on n'est plus aussi stimulé. C'est pas un problème parce que je pense que de l'autre côté, à l'école, on était hyper stimulé pour rentrer des connaissances et tout. Mais de l'autre côté, la répétition et pas de la réflexion, il y a un truc qui va pas. Et du coup, pour aller plus loin, est-ce que par exemple, typiquement, les personnes qui ont des difficultés à lire ou à se lancer, ce serait pas une bonne porte d'entrée de, par exemple, démarrer par les livres audio? Mais complètement, oui. Comme les livres jeunesse. C'est de se dire, c'est plus simple. En plus, il y a de belles images. Vraiment, juste se dire, le livre, juste, j'ai le droit déjà de l'ouvrir, de le feuilleter. La plupart des gens, quand même, ils se disent, j'ai acheté un livre. Alors oui, acheter, ça fait, c'est embêtant. Mais de l'emprunter à la bibliothèque, tu l'empruntes, tu l'ouvres et juste tu regardes du beau. Moi, clairement, les peintres, c'est pas plus mon truc que ça. Mais d'un autre côté, je vais aller emprunter plein de documentaires sur la peinture parce qu'il y en a que je trouve belles et que sur le bouquin, allez, il va y avoir 2-3 images que j'aime bien, mais bon, ça m'aura fait du poids et un livre à emprunter, mais au moins je le rends, quoi. Il n'y a pas trop d'impact, mais il y a 3 belles images que j'aurais trouvées waouh. Ou simplement de se dire, tiens, les meubles en palette, j'aime bien regarder ça. Mais plutôt que de scroller, c'est vrai que sur mon téléphone, j'aime bien le support livre et de voir l'image. Ok, ça fait beaucoup d'étapes, ça fait beaucoup de matériel. Jamais je ferais ça. C'est rangé. Mais c'est marrant, je rebondis un peu sur un truc perso, mais typiquement, tu vois, j'ai un livre. Ce livre, je sais pas comment l'expliquer. J'aime déjà avoir l'objet, c'est mon conjoint qui me l'a offert parce qu'il savait que c'était un livre déjà qui m'intriguait. Ce livre, ouais, tu sais de quel je parle, parce que c'est le seul livre dont je parle. Je l'ai découvert par l'intermédiaire de Al 236. Pour ceux qui connaissent pas, mais vraiment, allez voir les vidéos de ce mec. On peut pas s'en lasser. Ce mec, donc, il est passionné de l'horreur, etc. Moi, c'est tout ce que je déteste dans la vie. Et pourtant, je suis fan de ses vidéos. Et un jour, il a fait une vidéo sur un livre qui s'appelle La Maison des Feuilles. Et ce livre, du moment où j'ai vu cette vidéo, où j'en ai entendu parler, je me suis dit, je rêve un jour de me dire, dans ma vie, j'aurais lu ce livre, j'aurais réussi. Mais sauf que ce livre, c'est un Everest, vraiment. C'est un pavé en plus. C'est un pavé, je te le montrerai, il est là. Il est toujours en évidence au-dessus de mon bureau, je le vois tous les jours. Et en plus, c'est un beau livre, je trouve, mais en plus, il a une particularité, c'est que c'est 3 histoires en une, que chaque histoire est écrite avec une police différente. C'est écrit une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Des fois, c'est des bouts de paragraphes qui sont coupés au milieu d'autres. Des fois, tu vas avoir 3 mots sur une page. Des fois, un seul en bas à droite. Enfin, la composition du livre fait partie de la mise en scène de l'histoire. Et ce livre, je n'arrive pas à le lire. Bien évidemment que je n'arrive pas à le lire, vu que déjà des petits livres de poche, je n'y arrive pas. Mais j'aime l'ouvrir, choper un passage au hasard et regarder. Et des fois, je lis un bout. Et bien sûr que j'ai pas... Enfin, même si je connais l'histoire parce que j'ai vu la vidéo, etc., je sais pas où j'en suis, mais celui-là, en tout cas, il s'y prête particulièrement d'avoir cette satisfaction d'ouvrir un bout. Et plus je le fais, plus j'ai cette curiosité qui est encore plus attisée. Et donc, ça rejoint finalement ce que tu dis, qu'au final, le livre,
Peu importe le support, peu importe le format, peu importe le type, même peu importe au final si on le lit en entier, ce qui est cool, c'est de l'expérimenter et de même l'utiliser aussi peu soit-il. Ou comme l'exemple que tu as donné de Harry Potter que tu avais lu un peu au milieu du livre. Daniel Pénac avait écrit un bouquin, je sais déjà plus comment ça s'appelle, mais sur justement la lecture pour les enfants, où il parlait de sujets et de se dire, mais en fait, les enfants, déjà, laissez-les lire ce qu'ils veulent. Alors, peut-être pas les petits, tout petits, mais à 6-8, il commence à prendre Victor Hugo dans les mains, il a envie de le lire, tu lui laisses. Pourquoi ? Parce que, ok, il comprendra pas je sais pas combien de mots. Déjà, petit 1, s'il a la curiosité, vous pouvez peut-être le faire à 2 aussi, le dictionnaire. Sinon, de toute façon, il ira grappiller en gros ce qui l'intéresse. Et on s'en fout après. Ça germe, c'est déjà bien, quoi. Est-ce que justement, tu as des ouvrages à conseiller pour démarrer ? On a parlé des formats comme le livre audio, la BD, le jeunesse. Est-ce que tu as des livres vraiment que tu conseillerais comme ça à quelqu'un qui voudrait démarrer en douceur peut-être ? Tu me prends de court parce que c'est vrai que comment dire, je suis mes lectures en les notant, mais le souvenir des choses, moi, c'est très visuel. Donc là, comme ça, de conseiller des ouvrages, déjà de base, j'ai du mal à le faire. Alors, j'ai envie de dire, commencer petit, tu vois, tu vas pas courir un marathon, alors que déjà, t'arrives pas à courir 10 minutes. Donc, commencer par de la jeunesse. En fait, si c'est pas rédhibitoire pour toi de te dire que les personnages sont jeunes et de te dire, ok, j'accepte que ce soit de la jeunesse et j'ai bien envie de m'y intéresser. J'ai une lectrice à la bibliothèque à laquelle je pense. Elle fait la même chose par rapport à sa gamine. Elle prend des livres jeunesse et elle en est venue à emprunter des romans jeunesse. Parce que sa gamine, elle n'a pas grandi, elle a toujours 3-4 ans là. Mais elle-même, elle emprunte des livres jeunesse parce que ça se lit plus vite et que c'est con, mais c'est pas con, c'est à son niveau de lecture actuel où elle a besoin de se réassurer de faire de la lecture plus, plus longue sur des petits romans. J'aurais envie de te dire Alma de Timothée de Fombelle, mais il est déjà beaucoup trop épais. Les Mémoires de la forêt, apparemment, il est bien et bien structuré et tout, et il est petit. Pour un livre, j'aime bien son format et j'aime bien son poids. Voilà, sa densité. Je ne sais plus qui c'est, mais le premier tome a l'air très cool, et c'est aussi sur la mémoire par rapport aux personnes âgées ou un truc comme ça, je crois. Si tu l'as pas lu, j'aurais envie de te dire, lis Pierre Bottero et Lana. Et tu commences par le tome 1 et 2. Enfin, si tu arrives à lire déjà le tome 1, c'est déjà bien, voilà. Puis après, si tu veux enchaîner, il y a le tome 2 de Elana, mais tu ne lis pas le tome 3. Entre-temps, il y aura autre chose à lire qui s'appelle La quête des Willan, et c'est en 2 séries. Mais vraiment, tu vois, si tu enchaînes, déjà, Ok. Elana, le tome 1. Parce que la plume de Pierre Bottero, moi, elle m'a parlé, tu vois. Mais jeunesse, prends de la jeunesse, des Ok. trucs pas trop lourds. Ou alors, si les enfants, ça te plaît pas, et non, en fait, j'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être que les ados, ça te parlera un peu plus. De toute façon, que ce soit pour les enfants ou les ados, même pour les adultes, finalement, t'as des romans qui sont pas très épais, quoi. Et on se fait une montagne de gros pavés, mais finalement, franchement, quand je regarde les lecteurs et les lectrices à la bibliothèque, il y en a beaucoup qui lisent des romans, mais finalement, les romans, c'est pas si épais que ça. Ce qui va être épais, ça va être les romans de fantasy fantastique, parce que t'as toute la densité, le poids du lore et tout qui va se mettre dedans, qui va être beaucoup plus dur, parce que ce n'est pas notre monde. Autant tous les bouquins de contemporains, il y a toutes les tailles, quoi. Donc la même chose avec la lecture jeunesse et ado. Il y a toutes les tailles. Et il y en a qui sont plus ou moins intéressants en fonction des sujets. De toute façon, c'est ça aussi. Est-ce que tu arrives à estimer à peu près quel temps tu consacres à la lecture peut-être pas quotidiennement parce que c'est compliqué, mais sur une semaine, tu arrives à savoir, est-ce que tu lis tous les jours déjà ? Non. Presque. Non, je ne peux pas. Alors, par rapport à ma semaine de travail, de toute façon, ça se règle comme ça. Quand je suis en semaine de travail, le lundi, je travaille pas en bibliothèque. Donc, généralement, le lundi matin, je commence ma semaine en me faisant un film, parce que mon conjoint part plutôt au boulot et je me lève en même temps que lui. Donc, je me fais un film tant qu'il fait nuit dehors. Et ensuite, effectivement, en fonction des livres que je remprunte à la bibliothèque, je bouquine, je fais une pause et l'après-midi, je vais voir quelqu'un, une amie avec qui on joue. Le soir, je lis pratiquement pas. De 2 choses, parce que j'aime lire les BD, tout ce qui va être visuel de jour pour voir les couleurs en fait. Et ce qui va être roman, en fait, j'ai pas forcément la foi ou l'énergie. Je préfère jouer aux jeux vidéo. Et le mardi au vendredi, ça va être à peu près la même chose aussi, parce que de toute façon, le mardi matin, je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit, fatigue, pas envie, voilà, non. Jusqu'au samedi.
Et le samedi et dimanche, en fonction de ce qu'on a de prévu le week-end, effectivement, là, je passe du temps à bouquiner. Mais je passe aussi beaucoup de temps à faire des jeux vidéo. Je peux pas te dire, parce que je te dis, les jeux vidéo, finalement, prennent plus de temps que la lecture, mais en même temps, je condense la lecture pour en bouffer un maximum aussi. Et je te dis, alors, à un moment donné, parce que j'aime beaucoup les statistiques en étant comptable, ça s'est resté. Je sais que j'étais à 80% à un moment donné de bande dessinée, manga, comics, enfin voilà. Et le reste, c'était pas des romans, c'était documentaires et tous les autres types qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, ce temps que tu alloues à la lecture, c'est suffisant pour te rassasier de ta soif de bouquins, d'ouvrages? Est-ce que, au contraire, tu trouves que c'est trop? Ou est-ce que c'est pas assez? Je vis littéralement au paradis et en enfer en même temps. Le fait de travailler en bibliothèque fait que je suis au paradis. Il y a tout ce que je voudrais. Je suis responsable de bibliothèque. Je peux acheter presque, ou en commission avec mes collègues, presque ce que je veux. Toutes les sorties, tout machin, ce qu'on repère. On n'a pas un budget illimité, mais on pourrait presque acheter énormément. J'en lis des tonnes, en fait. Et de l'autre côté, je suis en enfer parce que jamais je pourrais tout lire. Entre moi, ce que j'ai envie de lire, ce que je suggère aux lecteurs et ce que eux veulent me suggérer, je me dis, ah, pourquoi pas? Ma pile à lire, jamais, on va dire, elle sera finie. Donc, je vis à la fois en paradis et en enfer. Et après, je compense en lisant plusieurs livres, des fois à la fois. J'ai, on va dire, 2 livres audio en cours. Il y a celui que j'écoute quand je suis au boulot, quand je prépare les livres, je prépare des choses qui ne me demandent pas de travail intellectuel, juste du physique. Il y a le livre audio que je fais dans la voiture. Il y a le documentaire que je survole. Et potentiellement la BD que je suis en train de lire et le roman qui est en attente. Oh la vache. Mais c'est pas en même temps, c'est du grappillage aussi, tu vois. Les audios, c'est vraiment du temps qui est dédié. Celui qui est au boulot, c'est vraiment en dilettante, parce que je sais que entre-temps, c'est peut-être des podcasts ou des trucs que je grappille. Celui qui est ma relation sérieuse, ça va être la BD, parce que ça se lit quand même vachement vite, quoi. Petite parenthèse, parce que c'est une question que j'ai oublié de te demander tout à l'heure. Là, tu disais que justement, t'as vraiment plutôt carte blanche pour acheter des livres pour les bibliothèques. Comment tu fais ton choix quand t'achètes un livre? Parce que, tu vois, tout à l'heure, on disait justement que tu te dois quelque part de proposer à tous les publics, même si toi, t'es pas forcément en phase avec le sujet, avec l'angle, etc. Donc, comment tu choisis un livre que tu fais rentrer dans les bibliothèques? Alors, 2 choses. Ce qui va demander quand même plus de doigté, ça va être tout ce qui est documentaire. Parce qu'effectivement, comme on a dit, pro ou contre, en fonction des sujets, c'est pas évident à déterminer. Le truc, c'est que je travaille dans un réseau de bibliothèques et normalement, il faut qu'on travaille encore sur la politique documentaire. La politique documentaire en bibliothèque, c'est les règles que tu vas te dicter pour dire on va acheter tant de livres qui parlent de nature, on va acheter tant de livres qui parlent de ça, et la diversité, tu vas essayer de voir dans ton réseau comment ça se gère. Je dois avouer que je maîtrise pas assez le sujet, tu vois. Pour ce qui est, moi, de mon côté, les budgets que je gère, moi, ça va être les documentaires jeunesse et documentaires adultes, et tout ce qui est littérature jeunesse, que ce soit les albums, contes et tout et tout. J'ai pas une autorité de censure au-dessus de moi qui décide quoi que ce soit. Ce qui me dirige, c'est surtout les budgets que j'ai, c'est des petits budgets, donc de toute façon, je remplace dans les thématiques en question où j'aurais désherbé les années précédentes. Désherber, c'est le fait de sortir des collections, certains livres qui sont trop datés. Pluton, c'est pas une planète. C'est pas remplacer à l'identique parce que ça sert à rien de reprendre des vieux trucs, mais c'est de réactualiser le fond. De l'autre côté, les commissions avec lesquelles mon réseau travaille, c'est des commissions entre les professionnels et les bénévoles où on se réunit pour les 4 commissions, BD manga, romans, CD et DVD. Et là, effectivement, c'est des discussions de « Ah bah tiens, on a pris beaucoup de terroir la dernière fois, ce serait bien qu'on prenne de la fantaisie, du policier, machin, enfin... » Il y a ce que les lecteurs aussi nous demandent, c'est des suggestions aussi des fois de lecteurs. Donc par rapport à la gestion du budget, voilà à peu près comment ça se passe. Par contre, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pas la neutralité, mais la diversité des opinions, c'est pas facile à juger. Et je te dis, nous, on n'a pas encore l'outil aussi pour ça. On a un petit réseau plutôt jeune, donc... Mais du coup, oui, les livres que vous faites rentrer, c'est impossible de tous les lire. Donc, tu les sélectionnes par rapport à des avis, des recommandations, des quatrièmes de couverture. C'est de la veille, effectivement. Okay, après, ça dépend des outils. Moi, je suis quand même une jeune bibliothécaire. Donc, mes outils de veille, il y a quand même aussi Instagram. Je sais qu'aucune de mes collègues
et collègues au masculin n'utilisent cet outil parce que ils ont pas l'âge. Voilà, tu vois, je suis un peu trop vieille aussi, je mets pas sur TikTok, mais pour autant j'aime bien regarder. C'est pas pour ça que je vais les acheter, mais pour autant j'ai l'œil dessus. T'as les maisons d'édition, d'aller regarder leur catalogue, de regarder les magazines, quel magazine, ah bah tiens, dans Parents, ils ont parlé de tel ouvrage, je suis tel vidéaste, ah bah tiens, il a parlé de celui-là, c'est plutôt cool, ah bah tiens, je vais aller regarder ce qu'a fait l'auteur, pour la première fois cette année, là, en novembre, j'ai fait un salon. J'ai pas fait celui de Montreuil, j'aimerais bien y aller un de ces 4, mais justement, d'aller voir, tiens, l'auteur a l'air cool, j'ai bien envie d'aller regarder plus loin. Et puis surtout, en fait, avec les bouquins que je lis au boulot, j'essaye d'aller regarder, ah tiens, l'auteur, il a fait ça, machin, qui est-ce qui suit? Un tout petit peu, hein. Pour l'instant, je suis, voilà. On va passer sur une partie un peu plus perso et un peu pro, même si on a beaucoup parlé du pro et c'est trop cool. Alors, ça, je pense que tu as déjà répondu. Un style de livre que tu préfères? C'est pas évident, hein. C'est quoi Ah ouais, c'est trop marrant parce que j'aurais pensé... du coup, j'ai l'impression que tu as déjà répondu, mais c'est pour ça que je me suis dit... BD manga, c'est ce que je lis le plus. Est-ce que c'est ce que je préfère? J'arrive pas à mettre une... C'est pour ça que j'adore les romans, parce que ça me plonge dans un état aussi de... Quand j'arrive à rentrer dedans et que ça match et que ça me fait beaucoup plus vibrer qu'une BD. Si tu vois, ça dépend de ce qu'on recherche. La vibration et ça va me rester longtemps en moi et se diffuser, ce sera le roman. La BD, ça va être, je peux faire des liens, je peux les conseiller et ça pétille. Tu vois ce que... Voilà. Et c'est quoi justement le dernier livre que tu as lu? Je n'ai pas plus apprécié que ça, alors je n'ai pas trop envie d'en parler parce que il est cool. Alors moi je casse les livres en 3 catégories. J'ai abandonné, je regrette de les avoir lus. Voilà, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est je suis contente de l'avoir découverte à la bibliothèque. Voilà, je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Voilà, mais je suis contente de l'avoir lu quand même. Et la troisième catégorie qui est mais c'est trop bien, faut que j'en parle à quelqu'un, j'aimerais l'offrir, je voudrais l'acheter. Voilà, pour moi, c'est ceux qui sont mes coups de cœur. Donc celui que j'ai lu là récemment, il était cool, mais c'était pas un coup de cœur non plus. C'est de la fantaisie aztèque d'enquête. Je pourrais te trouver le bouquin, il est juste à côté, mais... Oui, tu nous en as parlé. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais en même temps, je n'étais pas totalement convaincue. Ah tiens, tu vois, dans les trucs de veille, il y a YouTube, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, en tout cas, que je regarde souvent, et ses recommandations, c'est fantasy fantastique. Donc clairement, tu vois, ça, je m'en inspire pour infuser ça dans la commission fiction. Donc toi, t'as peut-être la chance, ou comme tu l'as dit, c'est à la fois une chance et un calvaire, de vivre dans le domaine donc, de ta passion. Alors, dans le cadre de ce podcast, c'est une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu penses que travail et passion sont compatibles? Donc toi, est-ce que tu aurais un avis déjà par rapport à ta situation, mais aussi par rapport au côté plus général, parce que tu as d'autres passions aussi, et est-ce que selon toi, vraiment, la passion, on va dire, peut être altérée par le côté professionnel et donc le devoir, l'obligation de faire certaines choses, etc. Ou au contraire, est-ce que tu penses que ça vient nourrir la passion, ça vient la challenger un petit peu, ça te rend expert en plus d'être passionné? J'aurais envie de te dire, on revoit ça dans 5 ans ou 10 ans, parce que je suis quand même dans le début de ma carrière. Donc il y a toute l'effervescence et le côté « je suis trop contente ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de bibliothécaire, c'est pas lire des livres. J'aimerais bien que ce soit ça. Mais ça, c'est mes devoirs à la maison que je m'auto-inflige et quand j'en suis contente. Mais mon côté professionnel, ça va être... normalement, c'est en gros la lecture publique, c'est de la transmission, l'accès à la lecture pour tous et qui rayonne en gros. Que voilà, ça touche tout le monde et d'aller chercher les publics éloignés, les personnes en prison, les personnes en EHPAD normalement, les crèches. En fait, c'est vraiment, effectivement, c'est pas simplement attendre qu'ils viennent, mais c'est aussi l'accès à ça pour l'ouvrir à tous ceux qui existent. Et par ça, dans mon métier, finalement, je gère beaucoup au niveau administratif les bénévoles, l'organisation, l'emploi du temps, les animations, l'organisation des animations. Et ce qui m'a rendu dingue quand j'ai travaillé en tant que saisonnière, c'était que j'étais trop contente parce que j'étais au contact du public. Et ça, en fait, actuellement, c'est pas du tout ce que je fais au quotidien. Ça fait que ça va faire 2 ans en avril que je serai en poste. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en avril 2026, ça fera 2 ans que je serai sur mon poste. Et je sais que je débute, donc vraiment, tu vois, je suis encore un bébé dans ça. Et je sais que ça me manque déjà. Donc je suis contente des fois quand mes bénévoles
m'ont prévenu avant, ça c'est important, et que je peux m'organiser pour être présente à la permanence et que ce soit moi qui la fasse. Parce que j'aime ce contact avec le public et de revoir les gamins qui reviennent de l'école et « Ah tiens, la bibliothécaire, machin », et de pouvoir rebondir sur les lectures qui me rendent ou qui empruntent, voilà. Ce côté, ce lien avec les gens, je sais qu'actuellement, je l'ai plus. Donc, j'arrive à dissocier, pour l'instant, tu vois, il y a mon travail et passion. Au final, ça se touche, ça se frotte, mais ça s'entrave pas pour l'instant. Je sais, par contre, tu vois, que mes collègues, qui ont beaucoup plus d'années d'ancienneté, pour certaines, elles n'arrivent pas à... les lectures qu'elles font, il y a le plaisir et il y a le « je me force à lire certains trucs ». Donc, je ne sais pas comment ça évoluera avec le temps. Même si on sort de ton cadre à toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la compatibilité entre passion et travail ? Est-ce que, je sais pas, même t'as des exemples autour de toi de gens qui vivent de leur passion ou... J'ai des exemples de personnes qui galèrent plus que d'en vivre actuellement. D'accord. Et je pense à 2 personnes, en tout cas. Et actuellement, c'est, je dirais, de la souffrance un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'en perçois, tu vois, de mon point de vue. Dans un monde autre, où on aurait un salaire défini par, voilà, tu existes, t'as tant, et comme ça te permet de vivre et de pouvoir travailler d'une certaine manière, sans forcément être productif pour la société, et voilà, dans ce sens-là, des créateurs, des personnes qui créent, qui font des choses. Je pense que clairement, elles seraient épanouies. Le fait est que dans notre société, c'est pas le cas, et que vivre de sa passion, ça m'a l'air compliqué, surtout quand on est à son compte. Autant des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui ont une sécurité de l'emploi, je suis pas convaincue d'en avoir beaucoup autour de moi. Il y a le travail et il y a les passions. Ok, on voit par exemple des youtubeurs qui font de leur passion un métier et qui ont réussi à percer. Alors, entre travail et chance, toujours une ligne assez fine. Mais voilà, sur ce sujet-là, je dois avouer que tant que ça dure, tant mieux. Si au bout d'un moment, le travail et la passion, c'est dommage, mais en même temps, il y a d'autres passions aussi à gratter ailleurs, peut-être. Est-ce que ta façon de lire ou d'aborder la lecture, elle a changé au cours des années ? Par rapport à mon emploi ou avant, tu veux dire, en général ? De manière générale. Moi, je te dis, quand j'étais petite, effectivement, pour moi, c'était le côté obligatoire de la lecture. Clairement, je vois que ça par rapport à l'école. Je dois comprendre le texte, recracher ce qu'on me demande, alors que après, j'ai compris qu'il fallait il faut le dissocier. Il y a les lectures obligatoires et le travail de compréhension, le travail pour développer son cerveau et sa capacité intellectuelle. Et il y a la lecture plaisir qui va être ok, j'ai travaillé ça avec l'école et machin, mais justement, je découvre autre chose. Donc par rapport à ça, oui, ça a totalement évolué. Oui, il faut dissocier la lecture de travail, d'intellectualisation du concept et tout, et le plaisir qu'on a à lire. C'est quoi le livre qui t'a le plus marqué ? En termes de construction, en termes d'émotion. Je parle avec bibliothécaire, c'est compliqué. Je sais pas s'il y avait un livre que tu te dirais, je pars sur une île déserte, j'ai le droit d'amener qu'un livre. Ce serait lequel ? Ça t'énerve. Ah ouais, mais je te dis, en plus, vraiment, moi, là, je suis... Mais attends, mon téléphone, il est où ? J'ai toutes les images des bouquins. Lequel j'ai envie d'amener avec moi ? Lequel ? J'aurais envie de te dire, c'est con, hein, mais un dictionnaire, parce que le dictionnaire, ça te permet en fait de penser des concepts. Donc, dès l'instant où tu es sur l'île déserte, si tu te dis, je vais y rester à jamais, j'aurais envie de te dire un bouquin, un vrai roman, un gros truc où il y a plein de pages. Le Seigneur des Anneaux, t'as beaucoup de vocabulaire dedans et machin, t'as une histoire. Autant tu pars sur une île déserte, il faudra que tu retournes à la civilisation, emporte un dictionnaire. Parce que le langage, la connaissance, c'est le pouvoir. Voilà. Donc voilà, je ne répondrai pas à ta question autrement. Mais j'aime bien la réponse. C'est un petit trick pour éviter d'y répondre, mais je l'aime bien. T'as parlé donc de chaînes YouTube que tu suivais. Est-ce que t'en as d'autres à recommander ? Les mots de l'imaginaire, où la nana Lorraine
je sais plus comment. Lorraine. Voilà, Lorraine. Fait des vidéos qui sont cool, en tout cas, elle débriefe sur plein de sujets, et elle fait pas du survol, en fait, des ouvrages. Et j'aime bien, elle fait super sérieux, je me demande comment elle est dans la vraie vie. Pour autant, j'ai pas été la voir en salon parce que ça s'y prêtait pas aux fois où elle passait ou des trucs comme ça. Et j'aime bien parce que, elle est droite dans ses bottes. Je pense qu'elle a eu des shitstorms à certains moments ou des trucs comme ça où les gens, ils sont cons. Ou alors, tu vois à quel point, moi, il y a un côté où combien de bots peuvent répondre à ce genre de trucs. Et je pense que elle analyse les livres, elle a tout un passif littéraire où elle analyse vraiment, tu vois, les textes, elle les lit pas. En plus, elle est éditrice. Les Trois Nornes, elle est éditrice chez Les Trois Nornes, mais Lorraine, je sais plus comment. Donc il y a elle, clairement, que je suis régulièrement. Après, je papillonne sur Instagram sur plusieurs comptes. Et sur YouTube, en fait... Sur Instagram, si t'en as recommandé pour des gens qui cherchent un petit peu du contenu là-dessus. Ma petite bibliothèque inclusive, je crois, parce que j'avais trouvé quand même... je dis pas tout, parce que je sais qu'il y en a certains, moi, ça m'a pas touché sur certains bouquins, mais tu vois, le mystère de la nouvelle voisine, Ah oui. la princesse aux petites noix, c'est elle en a parlé. Donc, sur son compte, Okay. moi, j'avais trouvé ça cool, parce que, c'est de la diversité, c'est de l'inclusivité, c'est des trucs qui fait... Ah, j'aime bien, ça va titiller des zones où on connaît pas plus que ça. Et tiens, en lecture jeunesse, pas assez rose, moi, il m'a... Celui-là, gros coup de cœur. Ah, énorme. Est-ce que t'as d'autres passions? Oui, Donc, les jeux vidéo. les jeux vidéo, on en a bien parlé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, comme ça, non, pas au point où je puisse dire que c'est des passions, clairement. J'aime bien regarder des séries, des films, mais clairement, je pourrais pas en parler 1h30 avec quelqu'un, donc... Et est-ce que tu arrives justement à mettre en lien, par exemple, les jeux vidéo et la lecture? Alors, le fait qu'on se connaisse, ça a un peu biaisé ma question parce que je m'étais noté notamment aussi les jeux de rôle, les jeux de plateau, etc. Mais au final, c'est tout l'univers des ludothèques, du vidéoludique, etc. Mais est-ce que du coup, tu arrives à mettre en lien un peu tout ça avec la lecture ou pour toi, c'est vraiment dissocié? C'est compliqué à répondre comme question, parce que le jeu vidéo, ok, t'as de la lecture, mais moi, ce que je recherche, c'est plus le gameplay. Autant il y a des personnes qui vont aller lire les petites lignes dans les objets pour aller... Qui fait ça, enfin? Je me demande bien qui fait ça, alors qu'elle lit pas forcément des bouquins. Donc, il y a des personnes que je connais qui lisent ce genre de petites lignes et qui vont aller voir ce que les développeurs ont fait, qui... Waouh, mais moi je peux pas lire ça. Alors que la partie qui va être des dialogues entre les personnages, ça va me fasciner et je vais rejouer ça dans ma tête je sais pas combien de fois après. Donc, c'est compliqué de répondre à ta question, de mettre les deux en lien finalement, parce que sur des jeux de rôle, jeux vidéo ou des jeux de rôle IRL, parce que oui, effectivement, c'est pas une passion, mais je suis rôliste aussi. Et j'aime... c'est pas de la lecture directe, tu vois. Donc, je veux bien aller... Il y a des bouquins. On m'a offert un livre sur un jeu de rôle qui s'appelle Vampire. Je l'ai bouquiné entre deux bouquins de la bibliothèque, que j'ai bien apprécié parce que ça m'est rentré encore plus m'a permis de rentrer encore plus dans le personnage et de me dire, tiens, faut que je pense à ça, là, quand je vais jouer. Ça nourrit l'imaginaire. Ce que je dirais, voilà, le jeu vidéo et la lecture nourrissent mon imaginaire, mon monde intérieur, d'une façon différente, ou qui peuvent se répondre et faire écho d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Quelque chose que j'aurais oublié de te demander, dont tu t'étais mis dans un coin de la tête? Ah, il faudra vraiment que je parle de ça, etc. Ou est-ce que tu as la sensation qu'on a fait le tour? Alors, merci déjà, Charlie, de m'avoir invitée, c'était super cool. J'en ai aucune idée parce que je suis un poisson rouge aussi. Et que si j'ai oublié de prendre des notes ou quoi que ce soit, donc aller en bibliothèque ou te poser la question si c'est gratuit, clairement dire aux gens d'aller se dire tiens, la lecture c'est pas pour moi peut-être, mais j'ai cru que la lecture c'était pas pour moi. Et il y a des phrases que je dis aux gamins quand je les vois en accueil de classe, c'est pas pour vous maintenant, mais ça peut l'être plus tard. Et c'est pas parce qu'on... faut tester un peu de tout, et puis il faut y revenir. C'est comme aussi avec la bouffe, on a pu en parler. C'est pas parce qu'une recette, ça nous plaît pas à un moment T qu'on peut pas y regoûter plusieurs années plus tard. Et de temps en temps, se refaire un petit shot de « ouais, non, j'aime pas plus ». Ou juste, accepter de pas finir un livre, accepter que c'est pas la fin du monde. Et puis, oui, la lecture, c'est un loisir. Ce n'est pas un enjeu de classe.
ça l'est par d'autres aspects, de vocabulaire et tout, mais ça c'est autre chose que de se dire le livre c'est un loisir. Soit c'est pour l'école et c'est dans un but de développement, on va dire, soit c'est du loisir, c'est pour se faire plaisir, se détendre, découvrir quelque chose. Mais ça doit pas être un enjeu de moi je lis et je suis mieux que toi. Alors que, en fait, on s'en fout, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Désolée. Non, c'était trop bien. Moi, franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé parler de tout ça. J'aimerais te demander un dernier truc. T'es pas obligé de me répondre maintenant parce que, justement, je pense que tu vas avoir très envie d'attraper ton carnet de notes parce que Héloïse note tout. Est-ce que t'accepterais, vu qu'on se connaît un peu et tout en plus, de me recommander un livre pour moi et que je le rajoute dans ma liste de petits challenges personnels de 2026, de lire un livre que tu me recommandes? Oui, bien sûr, j'accepte. À savoir, qu'est-ce que ça va être? Prends ton temps. L'année vient de commencer parce qu'au moment où on enregistre, donc on est le 1er janvier 2026. Mais là, moi, la question de fin, si tu veux, c'est mais qu'est-ce que tu as envie de lire? Quel format et quelles histoires, qu'est-ce que tu veux ressentir et est-ce que tu veux t'échapper? Est-ce que tu veux du concret? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui va peut-être justement aider à aller choisir. Ouais. Je sais qu'un truc jeunesse, forcément, je vais t'en trouver un, ça va te plaire, mais c'est pas la question. Qu'est-ce que toi, t'as envie? Donc ça, après, on en pourra en rediscuter. On en parlera en off. En tout cas, merci beaucoup. Et tout ce que je peux te dire, c'est que c'était très cool et que si un jour t'as envie de parler d'autre chose, tu me le dis et ce sera trop avec plaisir. Okay. Voilà. Très bien. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a donné envie de découvrir d'autres passions et même pourquoi pas de venir parler de la vôtre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et de lui mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Pensez également à suivre la page Instagram de Passionné pour ne rien manquer. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite, restez curieux et surtout passionnés.